Après avoir découvert les îles de Fayal et Pico dans les précédents épisodes, je vous souhaite la bienvenue sur l'île de Terceira, un joyau volcanique au cœur de l'archipel des Açores. Avec ses 56 000 habitants, c'est la troisième plus grande île de l'archipel, mais aussi l'une des plus fascinantes par son histoire et son dynamisme. Son nom, qui signifie troisième, enverrait à sa place dans les premières descriptions faites par les explorateurs portugais au XVe siècle, même si la chronologie exacte reste incertaine. Terceira est avant tout une île de contraste entre ses paysages verdoyants, ses calderas volcaniques, ses traditions festives, ainsi que son riche patrimoine architectural. Pour explorer cette île, nous ne serons pas seuls. J'y ai rejoint Seb, doctorant en entomologie, plongeur expérimenté, droniste, vulgarisateur scientifique et vidéaste qui anime la chaîne YouTube Sebaze. Ça tombe plutôt bien car il est en vacances et sa copine Héloïse, doctorante en biologie marine, est également présente. Pendant un peu moins d'une semaine, nous allons explorer l'île de Terceira dans ses moindres recoins. Yo, on est bien arrivé sur l'île de Terceira, toujours dans le groupe central des Açores, mais beaucoup plus au nord cette fois. C'est une île avec beaucoup plus d'habitants, je crois qu'il y a genre 55 000 habitants. Et le temps est plutôt correct, je crois que ça va s'améliorer de jour en jour, et c'est mieux que la fin qu'on a eue sur Fayal. Et là l'idée c'est, on va commencer l'exploration de l'île, sachant qu'il y a pas mal de phénomènes géologiques intéressants ici, il y a aussi la forêt native, il y a presque 6% de recouvrement avec des gros blocs de forêt native, donc c'est ça qui va nous intéresser, et surtout, petite particularité, vous allez le voir, mais on va rencontrer quelqu'un qui connaît très bien cette île. Donc voilà, c'est parti. Voici Angra do Heroísmo, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. C'est l'ancienne capitale des Açores. Son importance historique est immense. Première ville européenne de l'Atlantique, elle fut un port stratégique sur les routes maritimes entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, et nombre d'explorateurs y sont passés. Ses ruelles pavées, ses demeures colorées et ses églises baroques témoignent de ce riche passé. À noter que le 1er janvier 1980, la ville a souffert d'un important tremblement de terre qui a engendré des dégâts considérables. Waouh! C'est un landscape, Newt! Ouais. Rendez ma glace! Rendez ma glace! Non, elle est à moi maintenant. Rends ma glace! J'ai entendu des grenouilles. Ça, c'est un sika? Cicadophyte, c'est ça? Un bel araucaria! Il est gros le tronc là! Waouh, 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 waouh! Oh les nounis! Transition ventre! Angra do Heroísmo est dominé par le Monte Brasil, un ancien volcan qui a permis la création d'un port naturel ainsi que la naissance de la ville. C'est un peu la même histoire qu'à Fayal avec le Monte d'Aguia qui avait permis la naissance d'Horta. Avec Marie, Newt et Pedro, nous décidons de partir pour une petite randonnée dans le Monte Brasil, histoire d'avoir de beaux points de vue et d'observer quelques bestioles. Au tout début de la balade, il y a un chat noir qui s'est mis à nous suivre. Genre on tourne à gauche, il nous suit, on tourne à droite, il nous suit. On s'est dit qu'on devait l'intéresser un peu, c'était assez curieux. Et au final, pas du tout. On est arrivé à un endroit où il y avait plein de chats qui étaient nourris. Et depuis le début, tout ce qui l'intéressait, c'était la bouffe. C'était juste une grosse coïncidence, on avait le même itinéraire. Mais t'es pas allé vite, toi? Bon, c'est un petit observatoire pour les cétacés. Il y a la liste de toutes les petites bestioles qu'on peut voir. J'ai peur.
En plein cœur de Terceira, il y a Furnas do Enxofre, une zone géothermique où la terre respire sous les pieds. Petite rando dans Furnas do Enxofre. C'est ça, très belle prononciation. Du coup, il y a beaucoup d'Erica azorica et normalement vers la fin de la rando, milieu fin, il y aura les fumerolles. Le chevalier fumerolle, lol. Voilà. Waouh, qu'est-ce que c'est ça, de la mousse? Des lycophytes. C'est des lycopodium. Ouais. Un genre rare. Très rare. Endémique des Açores. Non, c'est faux. Maintenant qu'il est sur le micro, il dit que de la merde. Vous voyez là, c'est des petites microphiles. Donc c'est pas des vraies feuilles comme sur les autres plantes que vous pouvez rencontrer habituellement. Il y a une seule veine au milieu et donc elles ne peuvent pas s'étendre comme les autres feuilles de ce qu'on appelle des euphyllophiles, donc c'est-à-dire celles qui produisent des vraies feuilles. Voilà. Elles avaient quelle forme quand elles étaient au Carbonifère? Alors il y avait des formes arborescentes. Là c'est une forme herbacée, mais elles pouvaient atteindre plus de 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres de haut. 40 mètres de haut. Ouais. Ok, qu'est-ce qui voilà. explique qu'ils sont toutes petites, toutes ridicules Elles se maintenant? sont fait supplanter par d'autres groupes de phyllophytes, principalement permiens et mésozoïques, et plus tard par les angiospermes au Crétacé. Voilà. Intéressant. Merci Ouais. Dr Niot. Plutôt bien dit. Tout doux, tout doux, tout doux. Bon, on arrive bientôt au fumerol. Le petit Niot est impatient. Oui. C'est vraiment magnifique, ça fait partie du parc naturel de Terceira. Il y a Niot à côté de moi qui est vraiment subjugué. Waouh! Ce site est marqué par des fumerolles qui s'échappent du sol. L'odeur caractéristique de soufre flotte dans l'air. Ça pue l'œuf pourri. Bien que moins spectaculaire que les geysers de São Miguel que nous aurons la chance de voir un peu plus tard, ces manifestations témoignent de la chaleur intense qui sommeille sous Terceira. Un sentier aménagé permet de parcourir la zone en toute sécurité, offrant un panorama unique sur les solfatars, ces terrains jaunes et ocres qui contrastent avec la verdure environnante. Attendez, Marie va peut-être se casser la gueule, faut que je filme ça. Allez, ouh! Elle est belle ma mousse, hein? Grenouille! Et c'est qui a un chapeau grenouille? C'est moi! Il est pas droit. Ah bon? Je suis une grenouille parmi les grenouilles. Non loin, l'Algardo Carvao est l'un des sites les plus impressionnants de Terceira. Cette cheminée volcanique vidée, située au centre de l'île, nous emmène pour une plongée spectaculaire dans les profondeurs d'un ancien volcan. Descendre dans l'Algar, c'est pénétrer un véritable conduit volcanique, dont les parois sont tapissées de stalactites minérales formées par la condensation des gaz volcaniques. Plus bas, une chambre magmatique secondaire, aujourd'hui vide de lave, abrite un lac souterrain aux eaux limpides, créant une ambiance mystique. Ce lieu unique au monde, accessible grâce à des escaliers aménagés, offre une rare opportunité d'observer de près les entrailles d'un volcan éteint, témoignant de la puissance des forces qui ont façonné l'archipel. Un tel site abrite également le vivant, et j'ai appris que des espèces d'arthropodes endémiques de l'Algardo Carvao avaient été décrites. Bon, bah alors là, on est dans une petite grotte. Formation volcanique. Ça me rappelle les grottes du mont Fuji. Oula, c'est étroit. C'est étroit. Oh 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 La trouve du mec. Allez, vas-y, tu peux le faire, mec. Tu peux le faire, la pède. Oh, bien joué, la pède. Oh.
Alors là, Newt doit aller dans la salle de bain en urgence. Il va fermer la porte devant mes yeux et on va attendre 10 minutes derrière. Waouh! Amazing. Amazing! Dans l'archipel des Açores, on peut observer plusieurs oiseaux qui sont considérés comme communs sur le continent. Je pense notamment aux pigeons ramiers, aux merles noirs ou encore aux pinsons. Mais en fait, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont considérés comme des sous-espèces. Mais pas tout à fait, car par exemple les pinsons des arbres qui vivent aux Açores, à Madère et aux Canaries devraient être considérés comme des espèces distinctes. En effet, les résultats d'une étude phylogénétique ont montré que les pinsons des arbres continentaux auraient d'abord colonisé les Açores, puis Madère et enfin les Canaries. Et que les différences génétiques entre les populations insulaires étaient significatives. Du coup, quand j'ai dit qu'il n'y avait que 2 espèces d'oiseaux endémiques aux Açores, ce n'était pas tout à fait vrai. Et oui, la classification est une science qui évolue constamment. J'ai profité d'une soirée pour faire un peu de maquereau avec des bestioles juste devant la loque. Et voici les clichés. Monsieur Météo a encore dit de la merde. Alors aujourd'hui on fait la caldeira. Waouh, la vue de malade. Voici la caldeira Santa Barbara. On est dans le brouillard comme d'hab. Wow. 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 On a vu la caldeira. Bon, elle est moins belle que l'autre. Ah, les baies d'Agualva. C'est l'un des principaux icônes géotouristiques de l'île de Terceira. Elles sont marquées par la pénétration spectaculaire des laves visqueuses dans la mer. Bon, je vous avoue que sur le moment, j'ai pas vraiment profité à fond de cet endroit, car je venais de faire une belle connerie avec la caisse de location. J'avais ouvert le coffre pour prendre mon appareil photo, comme un con j'ai balancé les clés sur la plage arrière et j'ai refermé le coffre. Sauf que ça ferme le coffre à clé. J'ai jamais compris le délire de ces bagnoles, mais bref, en fait les clés étaient à l'intérieur et on pouvait pas l'ouvrir. Donc on était quand même bien dans la sauce, et heureusement après 1 heure d'attente, l'agence nous a envoyé un papy MacGyver qui nous a récupéré les clés en glissant un cintre par la fenêtre de la portière pour l'ouvrir de l'intérieur. Enfin bref, c'était assez spectaculaire à observer, et en tout cas, merci à lui. Heureusement, nous avons pu récupérer les clés à temps pour rejoindre Seb et Héloïse afin d'effectuer une petite randonnée immersive dans un fragment de la forêt native des Açores. Le sentier de Mysterios Negros serpente entre cratères, champs de lave solidifiés et forêts de lauriers, offrant une diversité de panoramas vraiment sympa. Le nom de cette balade fait référence à la description très peu scientifique des dômes trachytiques. Un dôme trachytique qui est là.
un qui est là, un autre qui est là. Un dôme trachytique. Ouais. Qu'est-ce que t'appelles dôme trachytique? Des dômes de trachyte en fait, qui est une roche magmatique. Ah d'accord, ok. Les grenouilles ça saute normalement. Me touche plus là. Ah ouais, ça fait un peu kiwi, ouais. Ça sent rien. Ça se lèche, ça se goûte. Peut-être. Ça a pas de goût. Pas dans C'est bon. Tu peux m'essuyer la main sur ton pull. Ça doit être bon en salade ça. Allez vas-y, je filme ta chute. T'en dirais que t'as un énorme cartable dans le dos. C'est la rentrée dedans. Cette première excursion avec Seb dans un bout de la forêt native était super intéressante. Ça promet pour la suite. Mais désormais, il est temps d'aller dans l'eau. Seb est dive master au club Deep Blue, donc c'est naturellement qu'avec Marie, on s'est greffé à lui pour 2 plongées matinales. On a démarré avec une plongée dans la baie d'Angra à seulement quelques minutes du port. Le premier site sur lequel on s'est rendu n'est rien d'autre que l'épave du Lidador. Le Lidador fut un navire qui assurait des liaisons régulières entre les Açores et le Brésil. Mais le 6 février 1878, lors d'une tempête, le Lidador fait naufrage à moins de 50 mètres de la côte. Aujourd'hui, l'épave repose à environ 8 mètres sous la surface, faisant partie intégrante du parc archéologique sous-marin d'Angra do Heroísmo. Petite plongée à faible profondeur, c'est parfait pour que Marie et moi-même puissions nous remettre dans le bain. Depuis 2005, la pêche est interdite dans la zone, ce qui a favorisé la prolifération d'une vie marine diverse autour des vestiges de l'épave. On a croisé plusieurs poissons qui étaient très curieux. Déjà, il y avait cette demoiselle à ailes bleues, endémique des eaux tempérées de l'Atlantique Est. On la rencontre principalement autour des îles de Macaronésie. Elle appartient à la famille des Pomacentridés, tout comme les autres demoiselles et les poissons clowns. Espèce grégaire, on l'observe souvent en petits groupes près des récifs rocheux, dans les zones peu profondes et bien éclairées. Omnivore opportuniste, la demoiselle à ailes bleues se nourrit surtout d'algues et de petits invertébrés. Très active et colorée, la girelle-pan de la famille des labridés est un poisson particulièrement remarquable. J'adore son look. L'espèce présente une reproduction sexuée hermaphrodite protogyne, c'est-à-dire qu'un même individu passe par 2 stades successifs au cours de son développement. D'abord une phase femelle, puis après métamorphose, une phase mâle, en changeant de couleur. En effet, il y a un dichromisme sexuel marqué, avec la femelle jaune-vert, finement striée, avec 4 à 6 fines bandes transversales bleu-vert et une tache noire sur le dos, tandis que le mâle a une livrée bleu-vert finement striée de rouge, avec 2 bandes transversales en arrière de la tête, l'une large et bleue, l'autre rouge parfois jaunâtre, et surtout comme une espèce de bosse sur la tête. Les girelle-pans juvéniles peuvent jouer le rôle de labre nettoyeur temporaire, débarrassant d'autres poissons de leurs parasites. Originellement cantonnée au sud et à l'est de la Méditerranée, la girelle-pan a progressivement étendu son aire de répartition vers le nord depuis la fin des années 90.
eu la chance de croiser un Doris géant. Le bestiau peut atteindre les 20 cm. Pour la deuxième plongée, direction les mystérieuses Ileus das Cabras, traduites comme les îlets des Cabris, au large de la côte sud de Terceira. Ces deux formations rocheuses sont appelées hyaloclastites et ont été créées à la suite du refroidissement explosif de la lave au contact de l'eau lors d'éruptions volcaniques sous-marines. Et oui, nous sommes pile au-dessus d'un volcan sous-marin. Les grottes abondent autour de ces îlots, offrant une diversité d'habitats pour la faune et la flore. L'objectif de la plongée est d'explorer les reliefs de ce vieux volcan. Cette plongée était géniale, question classification des annélides, puisque j'ai eu deux super exemples des deux sous-classes de vers polychètes marins. Les sédentaria d'un côté, qui sont des vers sessiles dépourvus d'appendices de locomotion, souvent tubicoles et équipés d'organes filtreurs dont ils se servent pour se nourrir. Ici, on a un super exemple avec le spirographe de la famille des sabellidés, dont le tube peut mesurer jusqu'à 60 cm de long. L'autre sous-classe de polychètes, c'est celle des Erantia, qui sont des vers mobiles, pourvus d'appendices de locomotion et d'une tête différenciée. Ça va, c'est super simple. Les Erantia ont la bougeotte, tandis que les sédentaria ont la grosse flemme. Ici, on a un super représentant des Erantia, avec le ver de feu, de la famille des Amphinomidés, qui se nourrit d'organismes morts ou en décomposition, ainsi que de polypes de corail. Le nom vernaculaire ver de feu fait référence à la sensation de brûlure ressentie lorsqu'on a l'idée un peu folle de le tripoter. En effet, lorsqu'elles sont érigées, ces soies peuvent pénétrer la peau humaine et injecter une puissante neurotoxine, pouvant infliger une douleur de quelques heures. Vers la fin de la plongée, nous nous dirigeons à la Gruta dos Rataos, réputée pour abriter une importante population d'aigles de mer. Et ça ne manque pas, car en relevant la tête, on aperçoit dans la lumière du soleil la fameuse créature. À ce moment-là, impossible de ne pas repenser à notre rencontre avec la Raimanta de Récif à Ishigaki. Majestueuse et fascinante, l'aigle de mer est une raie impressionnante qui peut atteindre 1,80 m de long pour un poids avoisinant les 100 kg. Reconnaissable à son corps aplati, ses larges nageoires en pointe et sa queue fine et noire, parfois 2 fois plus longue que son corps, cette raie se distingue aussi par son aiguillon venimeux, une arme redoutable contre les prédateurs. Sa face dorsale sombre contraste avec son ventre blanc, où se trouve une bouche garnie de dents plates, parfaite pour broyer les petits poissons et crustacés vivant sur le fond marin. Agile et puissante nageuse, l'espèce évolue aussi bien dans les profondeurs océaniques qu'en pleine mer, n'hésitant pas à bondir hors de l'eau pour fuir ses assaillants. Cette apparition fantomatique était un régal pour le biologiste marin que je suis. Juste après, nous apercevons au loin des barracudas, en train de rôder dans des bancs de poissons. C'est la première fois que j'en voyais. Si vous désirez continuer l'aventure de la plongée sous-marine aux Açores, je vous renvoie vers la playlist Seb à l'eau, où Seb vous emmène pour des aventures sous-marines aux Açores, mais pas que. On a fait la plongée avec Marie ce matin, c'était trop cool. J'ai déposé la pède à l'aéroport. Du coup, on n'est plus que 3 là. Et les vraies vacances vont commencer sans la pède.
Situées sur la côte nord de Terceira, les piscines naturelles Biscoitos sont un véritable havre de détente façonné par la nature. Ces bassins volcaniques, sculptés par l'érosion dans la lave basaltique, offrent des eaux claires et protégées où l'on peut nager en toute tranquillité, à l'abri de la houle atlantique. Enfin, presque partout. La zone est aménagée avec des échelles et des plateformes, permettant un accès facile à l'eau, ce qui en fait un lieu prisé aussi bien par les locaux que par les touristes. Il y a même quelques spots pour faire du cliff jumping. Waouh! Impressionnant. C'est mieux San Pedro? Ouais, carrément. On est dans un vieux fort, creusé à même le basalte, pour protéger la baie. Ouh, trop beau! Content? Rika, Zurika. Elle est mignonne, hein? Uma casa abandonada, Du bon lait s'il vous plaît! On veut du bon lait! uma faia derrubada, num jardim já sem florir. Não há colchas nas janelas, não há cheiro a café. Não se lava nas ribeiras, nem no poço de maré. Mudam os tempos e as vontades, mudam os ventos, pensamentos e vaidades. Tudo passou. Et oui, Terceira c'est aussi ça, des pâturages et des cultures bien rangées à perte de vue. Ce qui est fou, c'est d'imaginer qu'avant l'arrivée de l'homme, toute l'île était recouverte de forêts denses, humides et impénétrables.
Dans le prochain épisode, nous partons au cœur de ces forêts reliques, accompagnés de Seb, qui étudie le fonctionnement écologique de ce monde préservé.